Très bien. Sur cette matinale CSE, pour ma part, je suis Julien Sportès. Et donc, du coup, je co-animerai cette matinale CSE avec Francis Marquand à l'écran également. Et donc, du coup, ce que l'on vous propose, c'est d'animer cette matinale autour du rôle de l'expert comptable du CSE dans les dispositifs de réorganisation, sachant qu'aujourd'hui, évidemment, on a ces éléments-là qui sortent au quotidien en préoccupation pour les entreprises, et évidemment dans la presse, au jour le jour, on apprend voilà, tous les dispositifs qui sont mis en œuvre. Donc, ce qu'on souhaitait à travers cette matinale, c'était pouvoir faire un point sur les dispositifs existants brièvement, et puis du coup de regarder comment l'expert comptable du CSE pouvait intervenir lors de ces dispositifs. Donc, ce que l'on vous propose à travers cette matinale, n'hésitez pas, vous pouvez éventuellement poser des questions également, on essaiera dans la mesure du possible d'y répondre. Mais brièvement, c'est donc de dérouler quelques slides autour de ces dispositifs de réorganisation, et dans la mesure du possible donc de pouvoir répondre à vos différentes questions. Si on n'a pas le temps à travers cette matinale, de pouvoir peut-être envisager qu'il y ait d'autres réponses qui puissent intervenir ultérieurement. Mais donc sachez qu'on on va essayer de présenter en 1 heure de temps ces dispositifs. Donc c'est assez court quoi qu'il arrive, parce que ce sujet est évidemment très vaste. Donc, ce qu'on vous propose, c'est donc à travers cette conférence, c'est de faire un point en préambule, quelques éléments, rappel bref, sur quelques éléments en tout cas de ces dispositifs, de revenir ensuite dans un second temps sur chacun de ces dispositifs. Alors très brièvement, puisque à nouveau l'objectif c'est pas de faire une matinale sur chacun d'entre eux, même si ça pourrait nécessiter. Néanmoins là, c'est de pouvoir effectivement au moins d'avoir un panorama sur l'ensemble de ces dispositifs. Et puis évidemment, on reviendra sur le rôle et les modalités d'intervention de l'expert comptable pour chacun de ces dispositifs, en regardant notamment sur ces modalités légales d'intervention et également les principes de financement associés. Voilà. Donc, je vous propose effectivement de démarrer sur ce préambule, et ensuite on déroulera les autres points de l'ordre du jour. Alors, sur le préambule, brièvement, ce que l'on indique, c'est qu'effectivement, on a 4 aujourd'hui dispositifs principaux de réorganisation à disposition des entreprises pour mettre en place les réorganisations. Un qui est connu de longue date, le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi, ou le plan de départ volontaire, que l'on va mettre dans le même lot ici, en considérant qu'ils font référence à les mêmes articles du Code du travail et en fait un même fonctionnement avec une même procédure. Donc on va les associer ici, le PSE et le PDB, le plan de départ volontaire. Donc, comme indiqué, il date donc effectivement de nombreuses années maintenant, puisque issu de la loi 60 de 2 août 89, ensuite de la loi de modernisation sociale de 2002, et il y a eu par les lois El Khomri, Macron, ou plus dernièrement à travers les ordonnances Macron, on a eu quelques aménagements complémentaires, peut-être plus à la marge, mais qui effectivement sont venus quand même modifier quelques éléments autour de ce fonctionnement du PSE. Donc voici le principal outil historique connu de tout le monde, et du coup dans cette présentation on sera plus succinct sur ce dispositif, puisque a priori il est quand même plus connu de tout à chacun. Peut-être plus récemment, il a peut-être un peu moins connu, donc la rupture conventionnelle collective et l'accord de performance collective. Ces 2 dispositifs sont nés des ordonnances Macron, donc en septembre 17, avec des applications notamment par exemple pour la RCC, la rupture conventionnelle collective, à partir du 4 janvier 2018, puisque les décrets d'application sont sortis à ce moment-là. Donc là pour le coup, ça signifie qu'aujourd'hui on a environ 2 ans et demi d'application de ces dispositifs, ce qui montre leur relative encore fraîcheur, même si aujourd'hui ils commencent à être très largement usités, notamment dans ce contexte évidemment de crise économique et sociale qui s'impose aujourd'hui. Donc par rapport à ces 3 dispositifs existants, un 4e est né là encore plus récemment, donc le 17 juin 2020, dans le cadre effectivement de la loi qui portait sur des mesures d'urgence sanitaires. Et c'était un article parmi cette loi, avec des décrets d'application qui sont effectivement produits encore récemment, puisqu'ils datent de cet été pour le 28 juillet, et voire un plus récemment encore, peut-être plus à la marge, mais qui effectivement a été publié le 29 septembre. Donc on est effectivement sur des décrets très récents par rapport à ce dispositif, donc qui est né effectivement maintenant, pour le coup, j'ai envie de dire, il y a presque 3 mois. Donc ce dispositif de l'APLD, activité partielle de longue durée,
également appelé ou était déjà appelé antérieurement de l'ARME, c'était l'activité réduite pour le maintien en emploi. On avait parfois les deux acronymes qui étaient employés pour le même dispositif. Aujourd'hui, il semble qu'on retienne plus l'appellation APLD, hein, activité partielle de longue durée. Voilà. Donc ça, ce sont les 4 dispositifs principaux. Donc ce que l'on vous propose à travers cette conférence, c'est de revenir sur ces 4 principaux et de regarder comment l'expert intervient dans chacun d'entre eux. Hein. Voilà. Alors, on peut peut-être rajouter quelque chose, c'est bien sûr ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'experts comptables, c'est le rôle qu'on peut avoir dans l'accompagnement des CSE par rapport à l'ensemble de ces dispositifs. Sachant que ces dispositifs, au moins pour le dernier, sont des dispositifs qui sont très récents et qui sont adaptés à la situation actuelle. Vous n'êtes pas sans savoir la situation actuelle extrêmement compliquée et incertaine qui apparaît. Le nombre d'accords grandit à vue d'œil, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus. Donc, toutes les entreprises sont concernées par ces dispositifs. Et donc, ce qui va être important, c'est de savoir de quelle manière les CSE peuvent avoir recours à l'expert comptable, soit pour des missions d'expertise, soit pour des missions de négociation d'accords. Déjà, il existait des dispositifs et maintenant il y en a d'autres qui se mettent en place. Donc l'intérêt de la présentation qu'on vous fait aujourd'hui, c'est tâcher également d'être toujours en interaction entre l'explication des dispositifs et le rôle qu'on peut avoir nous en tant qu'experts comptables. Voilà. Alors effectivement, ça sera un point important puisque il faudra bien saisir comment nous pouvons intervenir, sachant que les textes ne permettent pas toujours une intervention légalement prévue, donc y compris en mode contractuel. On y reviendra sur ces points-là. Peut-être avant de démarrer sur chacun de ces dispositifs, également, ce qu'on voulait à travers ce préambule aussi indiquer que pour chacun des dispositifs, on a probablement essayer d'identifier ce qui pourrait être des finalités différentes, c'est-à-dire que soit on est dans une logique de suppression de postes, soit dans une logique d'ajustement organisationnel, et je dis soit l'un, soit l'autre, ou bien effectivement l'un et l'autre. Hein, on peut avoir évidemment l'un et l'autre. Et selon en fait l'objectif, la finalité que les entreprises recherchent à travers l'organisation, disons que les dispositifs vont être plus ou moins adaptés pour remédier à leurs problématiques. C'est-à-dire qu'effectivement, si l'entreprise est dans une optique de supprimer des postes, dans ce cas-là, le PSE, plan de départ volontaire, ou bien effectivement la rupture conventionnelle collective vont être peut-être les dispositifs les plus adaptés, en tout cas pour l'entreprise, si elle recherche effectivement à supprimer des postes. Si elle est plutôt sur une approche d'ajustement organisationnel, dans ce cas-là, l'accord de performance collective, ou bien effectivement, donc plus récemment, la PLD, hein, l'activité partielle de longue durée, semble être plus adaptée pour pouvoir effectivement procéder à ces ajustements organisationnels. Inévitablement, malgré tout, j'ai envie de dire, dans le cadre d'un PSE, il y a, quoi qu'il arrive, des ajustements organisationnels aussi qui interviennent. D'où cette flèche également qui corrèle le PSE aux ajustements organisationnels associés. C'est pour ça que j'indiquais que ça pouvait être ou bien des suppressions de postes, ou bien de l'ajustement organisationnel, ou bien les deux, évidemment. Hein. Donc voilà, selon les finalités, mais retenez que effectivement, par exemple, l'APC, l'accord de performance collective ou bien la PLD, par définition, si l'objectif c'est de supprimer des postes, ce ne sont pas les dispositifs évidemment qui seront retenus pour ajuster. Bien au contraire, hein, la PLD d'ailleurs étant plutôt dans une optique de vouloir essayer de limiter, de réduire ou de ne pas avoir recours aux suppressions de postes. C'est le fondement de son objectif. Hein. Donc sur ce principe-là, donc les entreprises vont devoir choisir quel est le meilleur entre guillemets dispositif peut-être à disposition en fonction de l'organisation qu'ils souhaitent mener. Et j'ai envie de dire au-delà du meilleur dispositif ou du moins mauvais, hein, si on raisonne plutôt effectivement en termes d'intervention et d'incidence sociale évidemment pour les salariés, ça serait donc le moins mauvais des dispositifs, mais surtout ce qui sera effectivement à retenir, c'est que aujourd'hui ce que l'on a de plus en plus, ce n'est pas forcément le choix d'un dispositif, mais d'une combinaison de dispositifs. Et ça, pour le coup, il faudra effectivement être attentif à ces points-là dans les semaines, dans les mois à venir, à pouvoir effectivement, dans le cadre de l'intervention de l'expert comptable, d'être en capacité de pouvoir éventuellement solliciter plusieurs dispositifs si à la base
base, l'entreprise n'en prévoyait qu'un seul pour éventuellement faire en sorte qu'il y ait à nouveau un dispositif le moins disant socialement à l'arrivée pour les salariés. Donc, en accompagnement du CSE ou des organisations syndicales, l'expert comptable pourra proposer justement une combinaison de ces dispositifs en estimant ce qui sera le plus adapté. Oui, puisque en fait, ce qui est important, c'est de considérer que les dispositifs pris séparément en termes de suppression de postes, ben c'est quand même amputer les forces de travail de l'entreprise de manière définitive à travers le PSE et la RCC, alors que les deux autres dispositifs sont des dispositifs dans lesquels on maintient, je dirais, les forces de travail, donc les capacités de l'entreprise, simplement avec une mise sous cloche partielle, avec les dispositifs d'activité partielle, puisque ce sont les financements publics qui quand même permettent d'avoir des dispositifs qui sont gagnant-gagnant, aussi bien pour le salarié que pour l'entreprise. Donc c'est la combinaison des deux et finalement la solution qui permettra de préserver l'entreprise sur une durée relativement longue. Et c'est important dans la situation actuelle qu'on connaît, dans laquelle on n'est pas capable de juger ce qui va se passer dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 9 mois. Donc on est obligé d'avoir des situations qui peuvent être des situations de combinaison provisoire et d'ajustement ensuite à terme. Tout à fait. Donc du coup, ce que l'on a comme dernier point préambule, justement, au regard peut-être de ces différents dispositifs, on a essayé de produire ce petit tableau de synthèse qui rappelle, j'ai envie de dire, simplement quelques éléments principaux sur leur mise en œuvre, puis on reviendra ensuite sur chacun d'entre eux à nouveau, mais sur le principe, retenez que par exemple, on est sur des logiques où le PSE, PDV, et c'est bien ce qui d'ailleurs avait conduit à l'émergence de ces nouveaux dispositifs de la RCC, rupture conventionnelle collective, ou de l'APC, l'accord de performance collective dans le cadre des ordonnances Macron, c'était effectivement pour peut-être venir en opposition à une procédure du PSE, du PDV qui était jugée comme contraignante, assez peu flexible, et donc du coup qui conduisait certaines entreprises, certaines directions d'entreprise à considérer que les exigences de cette procédure étaient trop lourdes à porter, et donc il fallait effectivement disposer d'outils plus simples pour gérer la flexibilité, sachant que lorsque les ordonnances Macron sont présentées, le maître mot qui est effectivement en arrière-fond, c'est bien la thématique de la flexi-sécurité, derrière cette plus grande flexibilité à travers les dispositifs d'organisation, de pouvoir peut-être faciliter notamment parfois les séparations ou les ajustements organisationnels, c'était bien l'idée de pouvoir effectivement envisager qu'il y ait derrière une sécurité, même si cette sécurité, à travers la loi sur la réforme de l'assurance chômage ou bien de l'avenir professionnel, on peut-être pas tout à fait répondu à ces attentes en termes de sécurité. Néanmoins, on voit bien que les dispositifs de la RCC et de la PC, dans le cas des ordonnances, ont bien été engagés. Donc, je vois qu'il y a une question sur les licenciements sui generis dans le cadre de la PC. On y viendra dans quelques instants, dans quelques instants, quand on déroulera chacun des dispositifs. Alors, revenons quand même que sur cette différence justement de caractère plus ou moins contraignant. Donc, vous voyez que par exemple pour le PSE-PDV, il y a un délai de procédure avec une information consultation du CSE ou bien une négociation d'un accord devant les organisations syndicales qui conduit effectivement à faire en sorte que la procédure dure de 2 à 4 mois selon le nombre de licenciements. Inférieur à 100 licenciements, c'est 2 mois. Entre 100 et 250 licenciements, c'est 3 mois. Et au-delà de 250 licenciements, c'est 4 mois. Donc, ce délai de procédure qui prévaut dans le cadre de la procédure de PV, PSE, PDV, n'intervient pas dans le cadre de la RCC, de la PC ou de la PLD. Donc, on peut négocier plus rapidement ce type d'accord. Pareil, sur les modalités de mise en œuvre, retenez que la RCC et la PC, obligatoirement, on doit avoir un accord majoritaire, donc signé par effectivement les organisations syndicales majoritaires, donc ayant recueilli plus de 50% des suffrages au premier tour des dernières élections. Donc, alors que le PSE, faute d'accord majoritaire, même si ce point-là peut être mis en avant ou privilégié dans le cadre des négociations dans les entreprises où il y a effectivement des organisations syndicales, dans ce cas-là, faute d'un accord majoritaire, potentiellement, l'entreprise peut malgré tout mettre en œuvre le projet à travers un document unilatéral. Ce qui est également le cas donc dans le cadre de la PLD,
on a effectivement la possibilité soit d'avoir un accord majoritaire, donc signé par les organisations syndicales, ou bien effectivement d'avoir recours à un document unilatéral dans l'optique, dans le cadre où effectivement on a déjà un accord de branche qui vient, j'ai envie de dire, déjà réguler le contenu de ce document unilatéral. Bon, pareil sur les durées d'homologation et de validation par la directe, puisque ces dispositifs, ces accords donnent lieu évidemment à l'arrivée à validation par la directe. Il faut retenir que grosso modo, effectivement, dans le cadre d'un PSE, dans le cadre d'un document unilatéral, la procédure de contrôle est plus stricte et plus longue que dans le cadre effectivement des accords majoritaires. Donc on voit qu'à nouveau, c'est une contrainte qui justement a souvent été aussi évoquée dans le cadre des entreprises pour penser que ce dispositif du PSE était parfois jugé comme trop contraignant. Et enfin, concernant effectivement peut-être des modalités autour des risques juridiques, il est vrai que dans le cadre du PSE, cette décision d'homologation par la directe est susceptible de donner effectivement des recours devant le tribunal administratif, donc une contestation devant le tribunal administratif, et de la même manière n'exonère pas effectivement l'entreprise de potentiels contentieux prud'homo à l'issue de la procédure. Ce qui évidemment est beaucoup plus faible, même si ça ne veut pas dire que c'est inexistant, mais des risques beaucoup plus faibles devant la RCC, la PC ou la PLD, puisque ce sont des accords effectivement la plupart du temps majoritaires, et donc du coup les contestations devant le tribunal administratif peuvent exister, mais sont plus modestes, et devant les risques prud'homo, j'ai envie de dire quasiment inexistants, compte tenu du caractère notamment majoritaire de l'accord. C'est très très difficile ensuite d'avoir cette contestation devant les tribunaux. Voilà pour ce préambule, peut-être un peu long, mais qui visait effectivement à avoir une approche un peu transverse sur ces différents dispositifs. Et ce qu'on vous propose, c'est de brièvement revenir sur chacun d'entre eux, des dispositifs. On va peut-être sur le PSE, tout d'abord sur le PSE, PDV, être assez bref, puisque à nouveau, comme indiqué dans le préambule, c'est quand même un dispositif connu de longue date, donc probablement beaucoup de personnes, d'auditeurs connaissent déjà ce dispositif. Retenons quand même que effectivement l'analyse du PSE, et donc ça intervient évidemment au premier chef dans le cadre du rôle et de l'intervention de l'expert comptable, du CSE, lorsqu'il est désigné dans le cadre d'une procédure de PSE, il a vocation effectivement à traiter finalement quatre pôles d'intervention avec un spécifique à part entière, qui est peut-être plus complexe à gérer d'ailleurs pour les experts comptables, mais retenons qu'effectivement, il y a 4 thèmes à aborder dans le cadre des PSE, un qui porte sur le motif économique, un sur les incidences organisationnelles et un dernier sur les mesures sociales pour la partie, je veux dire, plus économique. Et puis, il y a également maintenant aujourd'hui, sous le même chapitre du 1233-34 et l'intervention donc de l'expert comptable du CSE, effectivement la possibilité d'intervenir aussi sur les conditions de travail, l'impact sur les conditions de travail. Et là, pour le coup, ce qui était auparavant, j'ai envie de dire, dédié à l'expert CHSCT, aujourd'hui, dans le cadre de la réforme effectivement que l'on trouve dans le cadre des ordonnances, aujourd'hui, c'est bien effectivement un champ de compétences qui est plutôt réalloué à l'expert comptable, qui doit pouvoir s'associer les compétences pour pouvoir effectivement étudier, y compris cette dimension impact sur les conditions de travail. Bon, qu'est-ce qui est traité dans le cadre de ce PSE? Sur le motif économique, sur savoir si les licenciements envisagés sont-ils économiquement ou techniquement justifiés et s'ils répondent aux enjeux de la pérennité de l'entreprise. Inutile de mettre en œuvre une réorganisation si ça ne résout pas les difficultés de redressement évidemment de l'entreprise. Ça, l'expert comptable doit se plonger sur cette dimension. C'est j'ai envie de dire, son principal credo d'ailleurs, sa justification première au regard de ses compétences historiques de l'expert comptable. Sur une dimension aussi également importante à aborder, c'est les incidences organisationnelles, à savoir est-ce que le nombre de suppressions de postes est bien dimensionné au regard de l'organisation de l'activité restante, à savoir effectivement à nouveau, est-ce que l'entreprise sera en capacité de pouvoir gérer au mieux au regard des compétences, du nombre de personnes évidemment, des fonctions qui resteront dans l'entreprise pour subvenir à l'activité restante après la réorganisation. Et enfin, évidemment, un volet sur les mesures sociales. Les mesures sociales sont-elles adaptées à la population impactée par le projet, sachant qu'ici, à nouveau, le rôle de l'expert comptable aussi a tout son sens, à savoir effectivement, puisque les textes ou la jurisprudence historique indiquent qu'il doit y avoir
une proportionnalité effectivement des mesures sociales aux moyens du groupe. Lorsque effectivement une entreprise, par exemple, appartient à un grand groupe international, si c'est le cas, plus ou moins international ou pas d'ailleurs, un grand groupe en tout cas, effectivement, la proportionnalité des mesures sociales aux moyens du groupe est également un élément essentiel. Donc, et de vérifier si les mesures sociales qui sont proposées, évidemment, là, j'évoque, si un PSE s'applique avec des salariés impactés ayant, par exemple, plus de 50 ans, dans une zone d'emploi sinistrée, les mesures sociales à mettre en œuvre ne seront pas les mêmes qu'évidemment si on est dans un cas d'un PSE qui va plutôt impacter, j'ai envie de dire, une population plus jeune, fortement diplômée, en région parisienne où le marché du travail peut-être plus actif. Hein. Donc, on voit qu'il y a la nécessité d'adapter ces mesures sociales en fonction effectivement de la population impactée. Et ça, pour le coup, c'est aussi de la prérogative de l'expert comptable hein, de regarder ces points-là. Hein. Et l'impact sur les conditions de travail, là, pour le coup, on invite les experts comptables à évidemment se faire épauler par des experts agréés, notamment, hein, qu'aujourd'hui on nomme agréés, demain des experts habilités peut-être, pour pouvoir effectivement s'assurer de pouvoir traiter au mieux, notamment l'analyse hein, de ces impacts de cette organisation sur les salariés partants, mais surtout sur les salariés restants à l'issue. L'idée étant, à travers ce domaine-là, de pouvoir mesurer si les salariés restants n'auront pas une charge de travail trop conséquente, provoquant justement d'autres risques inhérents à cette réorganisation, mais non voulus évidemment au départ, sur des charges de travail, de risques psychosociaux divers et variés, tous ces thèmes-là étant aujourd'hui nécessaires d'être étudiés. Et c'est d'ailleurs un des points d'attention hein, qui aujourd'hui figure dans le cahier des charges de la directe pour l'homologation. Hein, ce pavé-là, ce dernier pavé prend de plus en plus d'importance. Hein. Donc retenez qu'effectivement, il faut aborder ce point-là et le creuser dans le cadre des interventions prévues, notamment l'article 1233-34 du Code du travail. Ce qui est... Oui, pardon Francis, oui. J'ajouterais un point, c'est que par rapport à ce que vient de dire Julien, c'est que par rapport à ce que nous avons expliqué tout à l'heure, on a bien dans les combinaisons de dispositifs, ce premier dispositif qui est un dispositif, on dirait plus chirurgical, puisqu'il vise immédiatement à supprimer des emplois, alors que certains autres dispositifs permettent de préserver des emplois. Donc c'est bien dans le diagnostic économique, l'intérêt pour l'expert comptable, c'est de voir si la situation économique d'une entreprise est une situation qui justifie la suppression immédiate d'emplois, ou si précisément les autres dispositifs, combinés ou non, seraient plus adaptés. Et donc, c'est intéressant parce qu'en plus, dans cette première vision, ce premier dispositif, le CSE est directement concerné dans son information, sa consultation, et je dirais dans la procédure. Il est en première ligne dans ce dispositif. Voilà. D'accord. Donc effectivement, en première ligne, ça c'est certain. Et il est d'autant plus en première ligne qu'effectivement, il intervient dans le cadre de l'accompagnement hein, pour la négociation de l'accord majoritaire. Comme on a effectivement cette mention hein, sur cette planche à l'écran, où on voit qu'effectivement, il est prévu que l'expert comptable, certes, établit des analyses qui permettent de pouvoir peut-être aménager ou proposer des solutions alternatives dans le cadre de ce PSE, mais il est également partie prenante des négociations. Alors, partie prenante, non pas forcément au premier chef au sens en remplacement des organisations syndicales pour la négociation de l'accord majoritaire, mais il vient les accompagner, les épauler en proposant effectivement ces dispositifs. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien par rapport à cette... parce que j'ai l'impression que mon son a été coupé. Oui, il y a peut-être un souci, je ne sais pas. Donc, c'est vrai que je t'entends plus en retour non plus. Ah, bon, alors du coup, je ne sais pas si effectivement tout le monde m'entend par rapport voilà, je ne sais pas si le son est activé ou pas. Emeline, ça fonctionne. Bon, de toute façon, tu peux continuer et puis on verra bien si on a des retours qui arrivent. Ben, j'espère qu'effectivement tout à l'heure, peut m'entendre. Ça
Ah, ça y est, je pense c'est que bon. peut-être le son est revenu. Excusez-moi, Oui, ça y le est, je son est pense qu'il y revenu, avait c'est peut-être bon. un souci de son. Je ne sais pas d'ailleurs à quel moment ça a été coupé. Donc, ce que j'indiquais, c'est que l'expert comptable avait ce rôle d'accompagnant des organisations syndicales dans le cadre effectivement de la négociation de l'accord majoritaire. Et donc, du coup, avec ses analyses, il doit être effectivement en capacité d'aider les organisations syndicales, soit à formuler les meilleures préconisations possibles sur l'accord, soit effectivement à faire en sorte que la négociation se déroule au mieux en aidant au mieux effectivement les organisations syndicales. Donc, ce que l'on vous propose, c'est donc du coup d'avancer par rapport aux différents dispositifs, sachant qu'à nouveau, ce PSE, plan de départ volontaire, n'est pas forcément enfin, il est connu de longue date, donc on ne va pas forcément s'apesantir sur ce point-là. Et donc, du coup, d'avancer sur les nouveaux dispositifs. Donc, d'une part, sur la rupture conventionnelle collective. Donc, on a bien effectivement aujourd'hui ce nouveau dispositif qui est né donc dans le cadre des ordonnances Macron, donc assez récent, très vite emparé par beaucoup d'entreprises dès sa publication, dès que la publication du décret, donc dès début janvier 2018. Et effectivement, si on doit retenir quelques éléments autour de ce dispositif d'organisation sur la rupture conventionnelle collective, c'est que d'une part, bon, comme indiqué à travers ce schéma, bon, évidemment, il faut qu'il y ait un accord majoritaire. Faute d'accord majoritaire, il n'y a pas de mise en place de la rupture conventionnelle collective. Donc, il y a la nécessité effectivement d'avoir à minima effectivement une signature des 50%, enfin des organisations syndicales représentatives au premier tour des élections. C'est bien effectivement cet accord majoritaire qui est nécessaire. En outre, ce qu'il faut également retenir dans le cadre de cet accord de RCC, c'est qu'il est exclusivement basé sur du volontariat, c'est-à-dire que les salariés qui souhaiteront, qui seront impactés entre guillemets par ce projet d'organisation ne seront que des volontaires. C'est effectivement une condition aussi de ce dispositif. Bon, évidemment associé, faire en sorte qu'il y ait effectivement un consentement de la direction derrière ce volontariat du salarié, qui est donc prévu par voie d'accord en l'état. Donc il y a bien une logique de rupture en fait d'un commun accord derrière cette rupture conventionnelle collective. Donc c'est du volontariat des salariés. Par ailleurs, donc il y a, quoi qu'il arrive, une validation de la directe à attendre, quoi qu'il arrive, de cet accord, qui va surtout porter, j'ai envie de dire, sur des aspects plus formels à travers donc la conformité de l'accord, la présence de mesures sur les quelques mesures qui sont envisagées, et également sur la régularité de la procédure, qui va vérifier que le dispositif ou l'accord a été négocié correctement avec les bonnes personnes, par exemple, notamment les organisations syndicales avec les mandats associés, etc., etc. Donc on a effectivement, j'ai envie de dire peut-être plus un rôle plus formel administratif de vérification effectivement de la conformité de l'accord, plus que sur vraiment l'examen du contenu de cet accord. Par ailleurs, dernier point que l'on peut évoquer dans le cadre de ce dispositif, c'est effectivement les mentions minimales qui doivent figurer dans le cadre de cet accord. Et là, on vous les a listées sur la droite de cette planche, où on a effectivement quelques éléments qui sont présentés. Mais ce qu'il faut retenir à travers ces différentes mentions minimales à faire figurer, c'est qu'elles sont très modestes, très light. Il y a très peu de formalités à remplir pour pouvoir effectivement, j'ai envie de dire, finalement faire en sorte que cet accord soit adopté. Donc évidemment les modalités et conditions d'information du CSE, mais il n'est pas obligatoire d'ailleurs d'avoir une consultation. Ça peut être prévu dans le cadre de l'accord, mais c'est pas obligatoire qu'il y ait une consultation du CSE, mais au moins une information, ça peut être fait. Le nombre maximal de départs envisagé de suppression d'emplois associés, j'ai envie de dire, ça c'est à minima ce qui doit figurer dans le cadre de cet accord. Bon, et également la durée de mise en œuvre du plan, parce que on peut prévoir qu'il ne se mette pas en place forcément dès le lendemain de la signature de l'accord, avec des effets décalés dans le temps, de plusieurs semaines, plusieurs mois parfois. On a effectivement également des mentions à faire figurer sur les conditions à remplir par le salarié pour bénéficier de la rupture conventionnelle collective et surtout également peut-être les critères de départage entre les candidats. Ici, ce qu'on évoque, c'est lorsque, par exemple, il y a un appel à volontariat dans le cadre de la rupture conventionnelle collective. Prenons l'exemple éventuellement d'un dispositif qui prévoirait la suppression de 50 postes, donc potentiellement 50 volontaires qui seraient nécessaires. Mais si demain, de ces 50 volontaires se présentent une centaine de volontaires, il faudra bien effectivement définir comment effectivement les salariés seront retenus, sur quelle base. Donc il y a des critères
à pouvoir définir, comme on a des critères d'ordre peut-être dans le cas de PSE, mais là pour le coup, j'ai envie de dire, ces critères ne sont pas définis, c'est aux négociateurs de les prévoir et de les négocier dans le cadre de cet accord. Bon, on a aussi également donc ce qui doit figurer dans cet accord, les modalités de calcul des indemnités de rupture qui sont à minima égales aux indemnités légales de licenciement, à minima. Néanmoins, évidemment, ce qui aujourd'hui prévaut beaucoup dans ce type d'accord, c'est d'avoir effectivement des indemnités parfois supralégales, supraconventionnelles, qui sont plus conséquentes, plus importantes, avec l'idée, retenons tout de même, effectivement, et je retiendrai sur ce dernier chapitre, peut-être sur ce point-là, c'est que les mesures sociales qui viennent, j'ai envie de dire, accompagner cet accord pour les salariés qui décident d'être volontaires pour partir. Le volontariat, les salariés n'ont pas besoin effectivement de beaucoup de formalités pour être volontaires. Ils n'ont pas besoin, à la différence par exemple du PSE, de présenter un projet professionnel, c'est-à-dire ils quittent un emploi pour retrouver un autre emploi. Effectivement, ça, ce n'est pas une obligation dans le cadre de la rupture conventionnelle collective. Donc, on peut envisager que dans le cadre de cet accord de RCC, on puisse introduire quand même, malgré tout, quelques mesures visant à faciliter le reclassement externe. Mais vous voyez bien que ces mesures visant à faciliter le reclassement externe, quand on les regarde dans le détail, en fait, on est sur quelques notions de principe qui vont être du type alimentation d'un budget de formation, de pouvoir éventuellement activer les congés de mobilité, de pouvoir éventuellement prévoir des dispositifs d'aide à la création d'entreprises. Mais à chaque fois, on est sur des principes, on n'est pas sur des mesures obligatoires bien définies et qui donneront lieu ensuite à validation ou pas par la directe. Donc, vous voyez que finalement, à travers des mesures sociales finalement très modestes, et c'est bien l'objectif un peu de cet accord, consiste à faire en sorte qu'il y ait une simplicité dans la procédure de rupture des contrats, avec la possibilité pour les entreprises de se séparer, j'ai envie de dire, au plus vite, si c'est le sujet, des salariés, avec des mesures sociales beaucoup moindres. Vous voyez, donc on revient sur cette notion de beaucoup moins contraignant, une procédure beaucoup moins contraignante que celle de PSE évoquée précédemment, avec beaucoup moins de formalités, il n'y a pas de délai, hein, on ne revient pas là-dessus, il y a effectivement une facilité, une flexibilité dans la négociation de ce type d'accord. Hein. Donc, retenons ici qu'effectivement, effectivement, on a, oui, l'indemnité de rupture de RCC a-t-elle le même traitement fiscal que l'indemnité de licenciement? Oui, c'est également le cas. Hein, je réponds en direct peut-être à cette question, mais c'est le cas. Donc, on a effectivement des facilités à travers cet accord pour pouvoir effectivement j'ai envie de dire, faire en sorte que les salariés, peut-être moyennant des indemnités plus importantes, acceptent d'avoir des mesures sociales visant au reclassement externe moins importantes et donc du coup une facilité de sortie plus simple pour l'entreprise, avec, je le rappelle aussi, hein, en toile de fond, une sécurisation hein, pour l'employeur à travers ces sorties, puisque entre un accord majoritaire et entre un volontariat du salarié, vous voyez que derrière, toute contestation devant les prud'hommes reste évidemment beaucoup plus modeste. Hein. Ça devient marginal derrière d'aller devant les prud'hommes avec ce type de dispositif. Hein. Alors, pour la RCC, voici les quelques points. Donc, ce qu'on peut évoquer quand même, malgré tout, quelques problématiques qui peuvent être posées à travers ces accords, c'est d'une part le fait que les textes ne prévoient pas de recours à l'expert, à la différence hein, donc du PSE. Il n'est pas prévu effectivement de recours à l'expert. Donc, ça signifie que si l'expert comptable intervient, ça serait dans le cadre d'une intervention contractualisée. Il faudrait effectivement que derrière, ça donne lieu à validation en CSE, ce qui évidemment ne facilite pas les choses, puisque la négociation de la rupture conventionnelle collective va surtout peut-être de prime abord être initiée avec les organisations syndicales. Donc il faut passer devant le comité central, comité social et économique, excusez-moi, pour effectivement envisager qu'il puisse y avoir cette intervention de l'expert complémentaire. Bon, on se posera également la question de son financement, on y reviendra dans un second temps, mais donc retenez qu'effectivement l'expert comptable de prime abord n'est pas prévu dans le cadre de ce dispositif, et pourtant vous voyez bien que le fond du sujet derrière la rupture conventionnelle collective, c'est bien de traiter quand même des problématiques qui sont assez proches de celles du PSE, à savoir si on met en place une rupture conventionnelle collective, c'est qu'on a probablement des difficultés économiques. Donc malgré tout,
bien que le dispositif ne prévoit pas, et à nouveau c'est aussi une particularité, la RCC ne prévoit pas l'obligation de présenter un motif économique. Néanmoins, bon, on se doute bien que malgré tout, d'ailleurs la plupart des accords prévoient malgré tout quand même un chapitre sur ce sujet-là pour expliquer pourquoi il y a cette organisation qui se met en œuvre, mais malgré tout, ce n'est pas une obligation. De la même manière que les incidences organisationnelles ne sont pas également légalement prévues dans le cadre de cette rupture conventionnelle collective. Vous pouvez envisager un certain nombre de départs volontaires sur certaines fonctions, mais rien ne vous oblige à présenter à travers ce dispositif la manière dont vous allez demain fonctionner et garantir que le fonctionnement sera optimal et pérenne. Et puis, donc, ce que j'ai rappelé précédemment, effectivement, des mesures sociales obligatoires à minima. Donc, ce sont quand même des problématiques assez significatives, assez importantes dans le cas de cette rupture conventionnelle collective qui pose quand même un certain nombre de difficultés et surtout, évidemment, en effet de miroir par rapport au PSE. La rupture conventionnelle individuelle, elle est connue depuis un certain temps, alors que celle-ci est quand même assez récente. L'expérience qu'on a pu voir, c'est que comme on est sur un appel au volontariat accompagné par des dispositions sociales, ça devient extrêmement compliqué de cibler en quelque sorte le volontariat sur les postes, ou en tout cas les organisations souhaitées par l'entreprise. C'est-à-dire, en clair, le départ volontaire individuel dans une RCC n'est pas forcément souhaité parce que ce pas les postes qui sont visés. C'est la grande difficulté qu'il y a, c'est que l'appel, on verra dans les faits que les départs volontaires ne sont pas forcément ceux qui sont souhaités. Et donc, du coup, comme la RCC est un dispositif qui ne permet pas de cibler un poste ou une personne, on est devant des complexités en matière de cible organisationnelle. Et c'est vrai que l'expert aurait beaucoup de choses à dire, mais il n'y a pas de dispositif d'accompagnement obligatoire, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de négociation pour avoir un expert malgré tout. Voilà, donc ça rentre en ligne de compte, si vous voulez, avec ce qu'on évoquait tout à l'heure. À nouveau, peut-être que parfois, il est considéré l'intervention de l'expert comptable comme parfois, effectivement, dans certaines entreprises ou par certains employeurs comme étant une contrainte. Donc, on voit bien que dans le cas des ordonnances Macron, cette thématique a été évacuée dans le cadre de ce dispositif de la RCC. Donc, ça pose quand même un certain nombre de difficultés parce qu'aujourd'hui, on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs de RCC, alors qui sont venus en complément des PSE, même si, j'ai envie de dire, par rapport à la situation actuelle, on a conjointement les deux dispositifs PSE et RCC qui donnent lieu à de nombreux accords aujourd'hui, enfin de nombreuses en tout cas réorganisations. Donc l'un n'a pas remplacé l'autre, comme on pouvait peut-être pour partie un peu le penser initialement. Néanmoins, effectivement, la RCC joue un rôle de plus en plus important malgré tout. Donc on a malgré tout le PSE, mais la RCC reste aussi malgré tout en toile de fond. C'est dans le cadre notamment des dispositifs pour les entreprises qui, dans le principe du volontariat, parce que tout à l'heure je prenais l'exemple d'une situation où une entreprise pouvait avoir nécessité de supprimer une cinquantaine de postes avec donc un appel au volontariat dans le cadre de la RCC. Évidemment que j'ai pris la situation pour illustrer la question des critères de départage si on avait une centaine de volontaires. Néanmoins, inversement, on peut avoir la situation inverse où n'avoir entre guillemets que 25 volontaires sur les 50 initialement peut-être envisagés dans le cadre de la réorganisation. Donc vous voyez bien que ça pose aussi problème à l'arrivée pour justifier, j'ai envie de dire, la réorganisation et les bienfaits attendus par l'employeur de cette réorganisation sur le redressement économique. Si vous n'avez que la moitié des suppressions de postes et qu'à l'arrivée, finalement, vous ne réglez que la moitié de vos difficultés économiques, dans quelle mesure, effectivement, ce dispositif paraissait adapté. Donc, on voit que bien que ce dispositif répondait peut-être à des objectifs de flexibilité ou de moins de contraintes par rapport à PSE, malgré
malgré tout, le PSE, j'ai envie de dire, reste malgré tout légitime pour les entreprises qui souhaitent aller jusqu'au bout de l'organisation en considérant qu'il faut, dans mon exemple de 50 suppressions de postes, de pouvoir aller jusqu'au bout. Hein. Donc, je vous propose effectivement de poursuivre sur les différents dispositifs. Donc, c'était effectivement les thèmes autour de la RCC. Je sais bien qu'on ne peut pas non plus tout dérouler, hein, mais néanmoins, c'était les principales dispositions qu'on pouvait peut-être retenir et problématiques associées à ce dispositif. Concernant l'APC, donc l'accord de performance collective. Donc, retenez qu'effectivement, il s'agit effectivement d'un dispositif qui est prévu dans le cadre du Code du travail. C'est l'article 2254-2 qui n'est effectivement, je ne peut-être pas fait préciser dans le cadre de ce support, mais c'est effectivement prévu dans le Code du travail. Et vous voyez que ce qui est indiqué un peu en gras sur cette planche, il a vocation à répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver ou de développer l'emploi. C'est effectivement la justification initiale pour la mise en œuvre de ce dispositif, de cet accord. Donc, vous voyez, pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, bon, le champ est très vaste puisque qu'est-ce qui ne répond pas aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, hein. Donc finalement, j'ai envie de dire, tout motif pourrait être bon, entre guillemets, pour raccrocher à cette nécessité liée au fonctionnement de l'entreprise pour justifier la mise en place ou la négociation, en tout cas, d'un accord de performance collective. Donc, à nouveau, ici, vont se questionner plusieurs points, un peu en écho avec ce qui a été évoqué dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, à savoir la nécessité de, j'ai envie de dire, de démontrer les difficultés économiques. À nouveau, hein, l'accord ne prévoit pas d'obligation de présenter un motif économique, j'ai envie de dire, aussi argumenté qu'il peut l'être, par exemple, dans le cadre des PSE. Bon, le préambule peut effectivement à nouveau contenir hein, le descriptif des difficultés économiques, mais se posera toujours la question de l'ampleur de ces difficultés économiques qu'il convient de corriger, et toujours avec ces mêmes questionnements. Et donc, pour le coup, vous voyez bien que le rôle des experts comptables aussi trouve tout son sens. C'est également au regard de l'ampleur de ces difficultés économiques, dans quelle mesure les mesures qui sont envisagées dans le cadre de cet accord, ce dispositif, répondent à ces problématiques économiques et leur ampleur. Hein, il faut bien effectivement pouvoir adapter l'ampleur des mesures au regard de l'ampleur des difficultés. Donc là, s'il n'y a pas d'exposé clair, détaillant de ces difficultés économiques, ça peut poser aussi question de pouvoir mesurer finalement les mesures qui sont associées dans le cadre de cet accord. Bon, la question des engagements sur l'emploi, préservation ou développement, vous voyez bien que ça aussi, à nouveau, ce sont des engagements qui peuvent être aussi plus ou moins modestes. Mais si pour revenir un peu aux éléments qui étaient présentés en guise de préambule, retenez qu'en tout cas, par définition, donc ce dispositif n'est pas prévu ou n'est pas envisagé effectivement pour supprimer des postes, hein. L'objectif ici, c'est de la préservation ou le développement de l'emploi. Mais en aucun cas, vous ne pourrez effectivement activer des suppressions de postes à travers ce dispositif. Ce n'est pas prévu pour ça. Hein. Donc, à nouveau, on répond plutôt, c'est pour ça qu'on insistait sur ce point-là en guise de préambule, sur justement l'aspect plus ajustement organisationnel que suppression de postes derrière cet accord de performance collective. Et puis également, hein, ce qui effectivement prévaut aujourd'hui dans le cadre de l'APC, qui d'ailleurs en fait vient suppléer d'autres dispositifs qu'il y avait antérieurement, hein, des accords de mobilité de l'emploi ou d'autres accords maintien de préservation de l'emploi, qui étaient effectivement d'autres dénominations qui existaient préalablement aux ordonnances Macron. En fait, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que par exemple, effectivement, il était envisagé, mais finalement, ça n'a pas été retenu, de voir des contreparties donc possible, mais donc non obligatoire, de l'effort proportionné des dirigeants et des mandataires sociaux. C'est-à-dire effectivement quelle contrepartie, au-delà des salariés, de ce qui sera demandé dans le cadre de cet accord, également apporte effectivement les dirigeants ou mandataires sociaux ou bien l'actionnaire d'ailleurs, hein, dans le cadre de ces accords de performance collective. Donc là, pour le coup, ce sont des contreparties envisagées, envisageables, mais non obligatoires. Donc c'est une option qui est, d'après ce que l'on peut retenir ou voir, très peu activée. Bon, par ailleurs également, ce que l'on peut mentionner, c'est que théoriquement, ce sont plutôt des accords à durée déterminée.
parce que par définition, il faut effectivement pouvoir répondre à des difficultés, donc aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, mais le principe, c'est de dire momentanément, j'ai certaines difficultés ou certaines problématiques qu'il faut que je traite, donc ça signifie que je prends des mesures pour venir corriger ces difficultés qui sont donc momentanées, limitées dans le temps. Donc c'est ça la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on regarde à travers les accords qui sont principalement aujourd'hui signés, des APC, c'est que la plupart du temps, ils sont à durée indéterminée. C'est que finalement, des mesures qui ont été initialement prévues, peut-être de prime abord, comme étant temporaires, en fait, ont vocation à perdurer et à s'appliquer de manière peut-être beaucoup plus longuement, si c'est de nos accords à durée indéterminée. Et enfin, également un point aussi qui peut être mentionné, c'est que par rapport à des situations que l'on juge nécessaires d'adapter et prendre des mesures par rapport à une période que l'on considère comme difficile sur le moment, donc transitoire, néanmoins, le transitoire peut parfois éventuellement se dérouler mieux que ce qu'on envisageait et d'avoir peut-être un redressement de la situation qui s'avère peut-être plus rapide ou meilleur qu'escompté. Et dans ce cas-là, est-il prévu de potentiellement, si on revient à une situation plus saine, plus favorable pour l'entreprise, dans ce cas-là, d'avoir un retour, une clause de retour à meilleure fortune pour les salariés qui ont produit les efforts, hein, on va voir à travers les accords, pendant une certaine durée. Est-ce qu'il est prévu éventuellement de restituer pour partie hein, des efforts consentis. Ça, ces points-là aussi, souvent, sont peu présents dans le cadre des accords. Or, ça serait légitime hein, à travers effectivement cet effort qui peut demander pour la contribution au redressement de l'entreprise si c'est le cas. Alors cet accord de l'APC, il se matérialise, il faut retenir également par l'intervention sur 3 domaines principaux. Mais ces 3 domaines sont très vastes. Il faut retenir aussi à nouveau ces points-là, c'est-à-dire que ces 3 domaines bien spécifiques, bien arrêtés, mais ces 3 domaines sont très vastes. Donc d'une part, effectivement, la négociation de l'accord de performance collective peut intervenir sur une modification de la durée du travail, ses modalités d'organisation ou de répartition. Là, je vais par exemple illustrer un accord APC qui va par exemple prévoir la réduction du nombre de jours de RTT en l'état et qui donc simplement va avoir éventuellement comme contrepartie le maintien de l'emploi contre effectivement la réduction du nombre de jours de RTT. Ce sont des dispositions possibles à prendre et à négocier dans le cadre de ces accords de performance collective. Un autre bloc qui peut porter dans le cadre de ces négociations de ces accords, c'est donc l'aménagement de la rémunération. Alors dans le respect à minima effectivement des salaires qui sont prévus dans les conventions collectives. Donc il faut pouvoir ici envisager qu'il puisse y avoir des ajustements des rémunérations. Prenez là plus récemment un accord, si j'ai bonne mémoire, chez Ryanair, qui prévoyait effectivement un ajustement, par exemple, des rémunérations de 20% pour les pilotes. Donc vous voyez que là, pour le coup, c'est bien un aménagement important de la rémunération pour certaines catégories, peut-être pas l'ensemble des catégories concernant l'entreprise, mais sur certaines catégories, important, avec une contrepartie consiste à, par exemple, ne pas impacter l'emploi. Hein, donc c'est bien effectivement réduction de la rémunération avec l'engagement de préservation de l'emploi. Donc dans le cadre de ces accords de performance collective, on a bien effectivement ces dispositions qui sont prévues. Hein. Et donc, l'ajustement des rémunérations, hein, donc comme mentionné, quoi qu'il arrive, ne peut pas être inférieur aux minima qui sont prévus dans le cadre des conventions collectives, pour peu que celles-ci d'ailleurs soient ajustées régulièrement. Hein. C'est un peu toutes les problématiques parfois, effectivement, de leur indexation et leur mise à jour. Hein. Troisième bloc qui peut intervenir de négociation dans le cadre de l'APC, c'est les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Alors géographique, j'ai envie de dire, pour le coup, c'est assez simple à illustrer. Prenons une entreprise qui effectivement a plusieurs agences réparties en France. Elle estime qu'il est nécessaire de renforcer ses équipes à Toulouse et au contraire de réduire peut-être ses équipes à Lille. Elle peut prévoir par voie d'accord qu'il y ait effectivement des transferts de salariés effectivement donc de l'agence de Lille vers l'agence de Toulouse. Vous voyez bien que ça pose quand même évidemment une problématique forte par rapport aux salariés qui sont concernés par rapport à ces accords-là, mais néanmoins, c'est bien effectivement une disposition qui est bien prévue dans le cadre de ces accords de performance collective de pouvoir négocier ce bloc. La mobilité géographique.
Professionnel également, hein, changement d'affectation, changement de métier, changement de fonction, bon, dans la mesure où évidemment il faut que ça réponde à une réalité opérationnelle. On ne va pas demander effectivement aux salariés de changer intégralement de métier, mais il peut y avoir des ajustements par rapport à certains métiers pour pouvoir effectivement à nouveau, dans le cadre de la nécessité, hein, et retenez effectivement, hein, le thème, hein, c'est pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise. Donc rappelez-vous cette préfiguration qui doit être effectivement en tête de chacun de ces accords. Donc on a bien effectivement dans cette optique-là ces trois blocs-là. Alors retenez que c'est bien ces trois blocs-là peuvent être traités les uns par rapport aux autres d'une manière cumulative. On peut très bien avoir un accord avec trois blocs, ces trois thèmes-là. Hein. Bon, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, beaucoup d'accords APC sont signés, très nombreux accords APC sont signés là depuis quelques mois, même si ce dispositif, bien que né dans le cas des ordonnances Macron, avait peut-être eu du mal au démarrage à vraiment émerger. Aujourd'hui, ils ont effectivement le vent en poupe. Hein, c'est vraiment un accord qui se développe énormément dans certaines d'ailleurs fédérations plus que dans d'autres, mais néanmoins effectivement aujourd'hui il y a beaucoup d'accords qui se signent, avec parfois aussi, hein, soyons vigilants, donc dans le cadre du rôle aussi de l'expert comptable, hein, effectivement, parfois certains accords qui comprennent des clauses qui sont peut-être pas tout à fait justement corrélées à chacun de ces trois blocs, ce qui pose question à un moment sur y compris la capacité de la directe à pouvoir, j'ai envie de dire, intervenir et valider ces accords-là en vérifiant la légalité de l'ensemble des clauses qui sont prévues dans le cadre de cet accord, de ces accords. On a parfois effectivement des APC qui comprennent des clauses qui n'ont rien à faire dans le cadre de ces accords, qui ne répondent pas à chacun de ces trois blocs ici envisagés. Donc là, pour le coup, vous voyez que ça pose parfois un peu question. D'ailleurs, le ministère du Travail a récemment produit un guide de l'APC qui est disponible hein, sur le site du ministère du Travail, qui permet effectivement peut-être de rappeler aux uns et aux autres sur les dispositions qu'on peut y trouver et que ce n'est pas non plus un accord sur lequel on doit pouvoir y mettre tout ce que l'on souhaite ou tout ce que les entreprises souhaitent y faire figurer. Hein. Les deux premiers dispositifs qu'on a vus tout à l'heure, que ce soit le PSE ou la rupture conventionnelle collective, on voit bien que c'est la suppression d'emplois, donc le départ de salariés dans des conditions volontaires ou non. Et là, on est sur un dispositif qui d'ailleurs posait problème au moment où il a été mis en place par les ordonnances Macron, bien avant en fait le problème du Covid qu'on a actuellement. Et donc, par conséquent, ce qui posait problème, c'est qu'en fait, on est dans un dispositif, vous le voyez, qui modifie les trois éléments les plus substantiels des contrats de travail individuels pour chacun des salariés. Et qu'à partir du moment où il y a un accord, c'est quelque chose qui va s'imposer d'une certaine manière aux salariés et qui modifie fortement les contrats de travail. Donc, ça veut dire qu'en réalité, par ce dispositif-là, on change la donne contractuelle entre le salarié et son employeur pour s'adapter à une réalité économique de l'État. Mais comme on vient de voir que les accords sont parfois à durée indéterminée, voire à durée déterminée, mais sur une longue période, et que les contreparties ne sont pas forcément très précises, on voit bien qu'on est sur un dispositif d'accord qui permet de modifier globalement les conditions de contrat de travail sur un ensemble de populations. Alors, si je compléterais brièvement, puis ça fait l'objet d'une question, et c'est vrai que ce n'est pas forcément détaillé dans le cas de ce support, et ensuite on passera au dernier dispositif sur la PLD, mais sur l'APC, effectivement, oui, c'est un accord collectif donc majoritaire qui est signé par majorité des organisations syndicales, et qui donc du coup a cette particularité de s'imposer aux salariés au sens du contrat de travail des salariés. C'est-à-dire qu'effectivement, un salarié qui refuserait l'application de cet accord collectif au nom effectivement par exemple de dispositions qui seraient spécifiques dans ce cas de son contrat de travail individuel, donc effectivement ne pourrait pas refuser en fait l'application de cet accord. Le salarié qui refuserait serait licencié effectivement, et la cause réelle et sérieuse
de son licenciement serait effectivement l'accord en lui-même. Donc, à nouveau, ici, c'est aussi une des problématiques, c'est que le salarié concerné par ces dispositions ne peut pas refuser effectivement l'application de cet accord, sauf à être licencié. Et dans ce cas-là, il bénéficie effectivement des indemnités légales de licenciement et également très peu de mesures sociales associées. Je ne rentrerai pas dans tout le détail de ces points-là, mais retenez effectivement qu'on a bien effectivement ce licenciement sui generis lié à l'application de l'accord. J'avance sur le point parce que je vois effectivement l'heure qui défile. Effectivement, c'est toujours difficile de tenir le délai par rapport à ce dispositif. Donc, sur la PLD, retenons que sur le principe de la PLD, donc récemment né, avec des décrets qui sont encore très frais pour certains, retenons qu'effectivement, l'objectif premier de ce dispositif, c'est bien de permettre aux entreprises qui ont des difficultés économiques, liées à la crise sanitaire notamment, hein, qui ont beaucoup été évoquées, effectivement de conserver les effectifs aujourd'hui et les compétences en attendant le retour en activité, un niveau d'activité normal. Donc, il s'agit d'éviter les licenciements aujourd'hui pour devoir réembaucher dans quelques mois. C'est bien le principe premier de ce dispositif. Hein. Donc, effectivement, c'est permettre aux entreprises de pouvoir bénéficier finalement d'une forme de recours à l'activité partielle, au chômage partiel pour ces salariés. Alors, pendant une durée maximale de 2 ans, hein, comme il est envisagé, mais également il faut envisager que l'activité partielle, c'est-à-dire effectivement avec une contribution et donc de l'État hein, qui vient verser une indemnisation aux salariés, enfin où il y a une indemnisation qui est versée aux salariés et une allocation qui est versée à l'entreprise venant pour partie compenser hein, cette indemnisation aux salariés, effectivement, ne pourra porter que sur 40% du temps de travail maximum. Donc, ça ne peut pas être 100% hein, des salariés en activité partielle, mais sur 40% du temps de travail maximum, et puis sur une période donc de 2 ans maximum par ailleurs. Hein, 2 ans, même si le dispositif peut aller jusqu'à sur une période d'application de 3 ans, avec 1 an, par exemple, de suspension du dispositif et de reprendre encore 1 an. C'est bien effectivement un accord d'entreprise, donc un accord majoritaire, ou bien un document unilatéral s'il y a un accord de branche. Et là, retenez qu'aujourd'hui, ce qu'on a pu saisir, c'est que M. Roux de Bézieux est intervenu là encore ce week-end sur France Inter en précisant qu'il y avait aujourd'hui, par exemple, 6 accords de branche qui avaient été signés à date. Donc, ça reste encore relativement marginal, mais on voit que ça commence à prendre un peu d'ampleur. Par contre, effectivement, sur le nombre d'accords signés d'entreprises, hein, c'est bien 1600 accords qui auraient été signés, ce qui est effectivement très conséquent, sachant qu'à fin septembre, on en était à environ 300. Donc, on voit bien que c'est quand même un dispositif qui prend très vite une très grande ampleur et pour cause, il y a une nécessité d'aller assez vite sur ces points-là. J'avance sur les conditions à respecter dans le cadre de cet accord d'activité partielle de longue durée. Il y a quelques mentions obligatoires à faire figurer. Évidemment, j'ai envie de dire le point sur les activités et salariés auxquels s'applique le dispositif, mais également donc la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale. C'est ce qu'on indiquait tout à l'heure. C'est environ donc, enfin, c'est un maximum de 40%, mais ça peut être 30%, ça peut être 20%, ça peut être 10%, selon les nécessités effectivement de l'entreprise. Et retenez que derrière, l'entreprise se doit aussi également de prendre des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle. Ces engagements, effectivement, ont vocation à pouvoir effectivement ensuite conduire l'entreprise à respecter ces engagements. C'est un point essentiel. Bon, par ailleurs, également, il y a quelques modalités d'information des organisations syndicales et des IRP sur la mise en œuvre de l'accord. Bon, en outre, au-delà de ces mentions obligatoires, on a des mentions optionnelles qui portent notamment, et j'ai envie de dire retenez surtout ce point-là, c'est donc les conditions dans lesquelles, à nouveau comme pour l'APC, hein, c'est bien également facultatif, lesquelles effectivement les dirigeants salariés, les mandataires sociaux ou les actionnaires peuvent effectivement également fournir des efforts donc proportionnés à ceux demandés aux salariés. Il est demandé des ajustements en termes notamment de temps de travail, on y reviendra, hein, puisqu'il y a 40% potentiel d'activité partielle, mais on pourrait envisager qu'il puisse y avoir également des efforts demandés ou produits par les dirigeants, par les mandataires sociaux ou les actionnaires dans le cadre de ces dispositions-là. Et d'ailleurs, certains accords de branche le prévoient d'ores et déjà, comme Syntec, par exemple. Si j'avance, l'incidence qui prévaut, c'est qu'aujourd'hui, en fait, pourquoi signer ces accords d'activité partielle de longue durée? Pourquoi? Parce qu'il permet de pouvoir préserver les indemnisations et les allocations qui sont versées aujourd'hui dans le cadre de l'activité partielle traditionnelle.
même si justement, à partir du 1er novembre, les règles d'indemnisation et d'allocation vont être nettement diminuées. Donc, à travers ces accords donc d'activité partielle de longue durée, on a la possibilité de continuer à bénéficier finalement des niveaux d'indemnisation aujourd'hui encore en cours, donc pour les salariés jusqu'à 70% du brut, mais sur une portion de 40% d'activité partielle, hein, rappelez-vous, c'est jusqu'à maximum effectivement de 40% du temps de travail. Donc, ce qui conduit potentiellement quand même pour les salariés à subir potentiellement une baisse de 7% de sa rémunération nette pendant une période d'environ donc jusqu'à 2 ans, ce qui n'est pas tout à fait non plus toujours neutre évidemment pour les salariés. Pour l'entreprise, on reste sur les indemnisations qui étaient prévues initialement, donc une allocation de 60% du salaire brut, donc qui vient couvrir donc une grande partie finalement de l'indemnisation qui est versée aux salariés. Donc le reste à charge est relativement modeste pour les entreprises. C'est bien l'objectif de ce dispositif, de faire en sorte de ne pas alourdir entre guillemets la facture pour les entreprises et passer ce cap transitoire de difficulté pour passer à autre chose. Retenons aussi que donc du coup à travers cet accord, il faut effectivement envisager qu'il y ait un renouvellement semestriel. Si vous engagez sur 2 ans d'accord, tous les 6 mois, vous devrez repasser devant la directe. L'entreprise doit repasser devant la directe, effectivement déjà pour montrer qu'elle a respecté les engagements en termes d'emploi et de formation. Et par ailleurs, elle doit présenter effectivement un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité, refaire un bilan pour regarder si effectivement la situation se déroule mieux ou moins bien que ce qui était envisagé initialement dans le cadre de l'accord. Donc là, pour le coup, évidemment, peuvent se poser la question de la capacité de la directe à analyser ces diagnostics. Et donc là, vous voyez bien que le lien est fait direct, y compris sur le rôle de l'intervention de l'expert comptable dans cette matière-là, même si, à nouveau, il n'est pas prévu par les textes. On va y revenir brièvement dans les penches qui suivent. Donc, le rôle de l'expert comptable, à nouveau, comme dans le cas des PSE d'ailleurs, hein, c'est aussi de pouvoir peut-être parfois aider les directs dans leur diagnostic et donc des validations et d'homologation qui peuvent intervenir. Voilà dans les grandes lignes les cas de dispositifs. Je vois l'heure qui arrive, il est presque 10 heures, donc on va essayer de finir assez rapidement hein, sur les quelques points autour des modalités de l'intervention de l'expert comptable à travers ce tableau qui est présenté page 15, effectivement, qui prévoit d'avoir effectivement donc des interventions de l'expert comptable. Alors quelle mission? Dans le cadre du PSE PDV, historiquement oui, hein, article 1233-34. Plus récemment accompagné effectivement de la refonte du Code du travail à travers les ordonnances Macron avec l'article 2315-92 du Code du travail. Et on a quoi? Une intervention donc de l'expert comptable qui est donc financé à 100% dans le cas des analyses techniques, hein, supporte sur les aspects financiers, économiques, d'organisation, de mesures du PSE ou bien l'impact sur les conditions de travail. Par contre, quand il s'agit effectivement de regarder l'intervention de l'expert comptable dans le cadre de l'accompagnement des organisations syndicales pour la négociation de l'accord, dans ce cas-là, il y a un cofinancement qui est envisagé à hauteur de 80% pour l'entreprise et 20% sur le budget de fonctionnement AEP hein, du CSE. Dans le cadre de l'RCC, il n'est pas prévu d'expert, donc il faut effectivement pouvoir envisager une négociation contractuelle pour l'intervention d'experts. Dans le cadre des accords APC, oui, l'expert est envisagé et prévu dans le cadre de l'accompagnement hein, de l'accord, de la négociation de l'accord. L'article prévu effectivement, le 2315-92 le prévoit. Néanmoins, retenez qu'effectivement cette intervention d'accompagnement, comme pour l'accompagnement pour les négociations de l'accord du PSE, c'est également un cofinancement 80% entreprise, 20% CSE. Et enfin, dans le cadre de la PLD, là, c'est bien également dommageable, mais effectivement, il n'est pas prévu de rôle de l'expert comptable, alors qu'on voit bien quand même qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette crise financière et économique, le rôle de l'expert comptable dans le cadre de ces dispositifs pourrait être essentiel. Il y a beaucoup d'éléments qui sont contractuels, c'est-à-dire qu'il existe des accords, je dirais, entre les organisations syndicales et les entreprises sur notamment le fonctionnement du CSE et la possibilité d'avoir des experts qui interviennent à des rythmes réguliers et sur des dispositions spécifiques. C'est-à-dire qu'en réalité, on vous présente ce qui est, je dirais, le socle obligatoire minimum, et ensuite tout est renvoyé à la négociation. Et il est évident que, par exemple, pour une rupture conventionnelle collective, on peut avoir, en début de disposition mise en place, un accord qui permet l'intervention d'un expert.
même si c'est sur un cofinancement, de même que pour la PLD. Alors effectivement, oui, il y a effectivement des interventions différentes prévues et c'est essentiel pour l'expert comptable. Et ce qu'on a essayé d'illustrer à travers la page suivante, c'est effectivement l'expert comptable. Bon, certes, il a d'autant plus de légitimité à intervenir dans le cadre de ces dispositifs d'organisation, donc en situation de crise ou de particularité, effectivement, pour l'entreprise ou d'ajustement organisationnel nécessaire, qu'il a la plupart quand il intervient dans le cadre des consultations récurrentes, annuelles obligatoires, c'est-à-dire la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi et les orientations stratégiques, lors de ces 3 consultations annuelles obligatoires, il intervient régulièrement auprès du CSE et donc a une connaissance fine, approfondie de l'entreprise et de ses difficultés. Donc aujourd'hui, finalement, son intervention dans le cadre de ces dispositifs d'organisation constitue, j'ai envie de dire, un prolongement et donc du coup, autant il a effectivement une acuité pour pouvoir présenter ou également conseiller finalement les élus dans le cadre de l'année des consultations récurrentes, j'ai envie de dire forcément son rôle serait intéressant et important et pertinent dans le cadre des dispositifs de réorganisation. Alors, que peut faire effectivement le rôle, que peut faire l'expert comptable du CSE dans le cadre de ces dispositifs? Alors, j'ai envie de dire évidemment analyser des situations économiques, les difficultés économiques si elles sont conjoncturelles ou bien structurelles, l'ampleur des difficultés. Parfois, effectivement, dans le cas des interventions du PSE, ça revient effectivement parfois à modérer certains éléments qui sont présentés. Peut-être identifier parfois des effets d'aubaine, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup d'organisations qui sont présentées au nom de la crise sanitaire ou des effets de la crise sanitaire. Parfois, effectivement, les difficultés étaient antérieures et les organisations qui sont présentées ont vocation à rattraper un peu le temps perdu, si vous voulez, pour certaines entreprises. Donc, indéniablement, il y a parfois quelques effets d'aubaine aujourd'hui. L'intervention de l'expert comptable permet peut-être de les déceler un peu plus facilement. L'activation de mesures d'aide gouvernementale aussi, qui peut être importante pour l'expert comptable, de pouvoir solliciter auprès des entreprises certains éléments parfois qui ne sont pas forcément toujours activés. Bon, la pertinence des mesures de redressement envisagées, etc., etc. On a beaucoup de points sur lesquels l'expert comptable, dans le cadre de cette historique d'intervention sur le champ économique, doit pouvoir apporter des éclairages importants pour le CSE. Évidemment, des analyses techniques qui portent aussi sur les effets de chacune de ces mesures, sur la pérennité de l'entreprise, mais également sur les aspects peut-être plus organisationnels, puisque c'est aussi un des champs de compétences d'expert comptable qui intervient dans le cadre de ces organisations, et également donc un champ complémentaire sur lequel il doit pouvoir se positionner, quitte à se faire à nouveau accompagner par des compétences particulières, notamment d'experts agréés ou habilités, notamment sur les thématiques autour de la charge de travail, qui sont aussi des sujets indispensables aujourd'hui à pouvoir intégrer dans le cadre de ces analyses de réorganisation, des dispositifs de réorganisation. Par rapport au dernier dispositif né de la PLD, dans le cadre des bilans qui sont semestriellement à transmettre à la directe, donc les bilans actualisés, les perspectives d'activité, par définition, à nouveau aussi, l'expert comptable serait parfaitement légitime pour pouvoir porter une appréciation sur ces bilans qui sont présentés et justifier s'il convient ou pas d'aller plus loin ou plus longuement sur ces éléments. Évidemment sur l'accompagnement de la négociation de l'accord. Et on a fait figurer 3 petits points parce que j'ai envie de dire que le rôle de l'expert comptable est très large, très vaste au cours de chacun de ces dispositifs pour l'accompagnement de la négociation et donc du coup se légitime dans le cadre de son accompagnement permanent finalement du CSE toute l'année dans le cadre des consultations annuelles récurrentes. L'expert comptable, bien évidemment, tous ces dispositifs et toute la situation actuelle ne prive pas le CSE des informations, consultations obligatoires, les 3 qu'on connaît, et qui permettent pour chacune une intervention, une expertise, aussi bien sur la situation financière, sur la politique sociale, que sur la stratégie. Et ça serait, comment dirais-je, méconnaître l'utilisation de ces 3 expertises dans une situation de crise actuelle, puisque réellement, elles permettent d'avoir un diagnostic global de l'entreprise sur les 2 premières problématiques et d'avoir une vision stratégique. Or, la vision stratégique de l'entreprise, que ce soit sur du court ou du moyen terme, elle se construit également à travers les dispositifs qui sont proposés tels qu'on vient de vous les exposer. Et donc, évidemment, il y a une interaction entre les deux. Donc, l'intervention de l'expert comptable peut se concevoir comme une intervention permanente sur tous les champs de la consultation du CSE.
Voilà, donc vu l'heure, on va terminer juste sur quelques points de conclusion. Hein, effectivement, on a un peu débordé par rapport à cette heure prévue. On finira juste sur trois sujets, notamment effectivement sur le rôle hein, également de l'intervention d'expert comptable. C'est aussi d'être force de proposition, de préconisation pour des solutions alternatives. C'est ce qu'on indiquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut pouvoir donc creuser sur certains sujets autour des éléments économiques, sur les éléments sociaux, organisationnels, etc., mais également de l'accompagnement dans le cadre du choix du dispositif ou de la combinaison des dispositifs d'organisation la plus pertinente qui pourrait être appliquée pour les entreprises en situation donc de crise. Et ça, effectivement, c'est un des points sur lequel l'expert comptable doit être force de proposition et donc du coup conseiller les représentants du personnel ou les organisations syndicales dans le cadre effectivement de son appui, voilà, ses missions de conseil régulières. Donc il faut pouvoir effectivement envisager qu'il y ait à l'arrivée l'émergence des meilleurs accords possibles. Alors meilleurs accords possibles, on sait bien, hein, c'est toujours entre guillemets une victoire à la Pyrrhus, hein, puisque quoi qu'il arrive, ça reste quoi qu'il arrive des accords qui ont vocation à gérer donc des réorganisations, donc qui sont les moins peut-être des accords les moins défavorables aux salariés. Il faut peut-être plutôt envisager ces points-là. Il faut pouvoir envisager qu'également l'expert comptable doit pouvoir être force de proposition et de pouvoir intervenir dans le cadre d'un meilleur équilibrage des efforts qui sont demandés aux différentes parties prenantes de l'entreprise. Et là, pour le coup, on évoque évidemment la question des efforts qui seront aussi consentis par éventuellement les dirigeants, les mandataires sociaux ou les actionnaires dans le cadre effectivement de ce redressement de l'entreprise. Il faut indéniablement que cet accord soit équilibré sur l'ensemble des forces vives de l'entreprise. Et puis également, ne pas avoir effectivement de perte de vue qu'aujourd'hui, on rentre quand même dans une période majeure de crise sociale, crise économique et crise sociale majeure, qu'on va avoir effectivement, bon, un taux de chômage qui va s'accroître fortement. On a évidemment une précarité qui s'accentue. Donc, ça signifie qu'effectivement, aujourd'hui, il faut, dans le cadre de ces dispositifs de réorganisation, envisager de pouvoir intégrer ou négocier au mieux des mesures sociales protectrices, des filets de sécurité pour les salariés qui sont concernés par ces réorganisations, sachant que donc les prochains mois seront particulièrement durs, évidemment, socialement. Hein. Bon, inévitablement, l'intervention de l'expert comptable dans le cadre de ces négociations et d'accompagnement du CSE des organisations syndicales joue un rôle d'une manière générale de façon à contribuer au dialogue social au sein de son entreprise pour sa pérennité à moyen terme. Hein. Voilà ce qu'on pouvait essayer de présenter brièvement dans l'heure qui était ou un peu plus que l'heure malheureusement. Effectivement, sur le rôle et l'intervention de l'expert comptable dans le cadre de ces dispositifs de réorganisation. Et je prendrai juste 3 secondes pour répondre à la question qui avait été soulevée pour savoir si on avait des ouvrages à conseiller pour l'accompagnement de l'expert comptable dans les PSE. J'ai envie de dire, regardez sur le site de l'ordre, Conseil Sub, vous avez effectivement la possibilité d'avoir accès donc au guide des missions de l'expert comptable qui prévoit effectivement, qui a été rédigé par la commission ad hoc, qui prévoit effectivement, qui décrit l'ensemble du process et donc plus en détail que ce qui a été fait évidemment ce matin et qui permet effectivement de pouvoir donner peut-être un peu plus de détails, d'approfondissement sur la manière dont se déroule cette procédure et l'accompagnement effectivement de l'expert comptable. Donc il y a un guide qui est disponible sur voilà. Un guide qui est actualisé régulièrement, comme toutes les publications techniques d'ailleurs. Donc il y a des tirages, ils sont globalement au mieux des informations dont on dispose aujourd'hui et des textes en vigueur. Voilà, donc on vous remercie à nouveau. Désolé d'avoir un peu débordé en temps par rapport à l'heure prévue, et puis en espérant que ça vous aura apporté quelques éclairages sur ces nouveaux dispositifs et donc sur le rôle, sur votre rôle éventuellement d'accompagnant des CSE et des organisations syndicales pour malheureusement les nombreuses organisations qui se présentent aujourd'hui et qui se présenteront encore demain. Voilà. On vous souhaite une bonne fin de journée à tous et bon courage pour vos prochaines missions. Voilà. Merci à vous. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.